Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye pour vous la Honda ZR-V avec nos 3 spécialistes. Stanislas Taroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de Ma Voiture Idéale. Nous sommes avec Cédric Fréhour, bonjour. Bonjour. Fondateur de la plateforme Sans Bornes et avec Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour à tous. Journaliste à l'Auto-Journal, la Honda ZR-V. Tiens, elle vous plaît, je crois, Mélina Priam? Oui, elle me plaît. Elle me plaît, elle ou il, puisque c'est un SUV. Alors, c'est un nouveau SUV d'Honda qui vient, pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme du constructeur, se positionner entre le HR-V et le CR-V, mais sachant que, en fait, en termes de gabarit, ce ZR-V est très très proche de l'actuel CR-V qui va être renouvelé et qui va énormément grandir. Donc, pour ceux qui connaissent moins bien Honda, c'est un SUV compact, comparable à nos Peugeot 3008 ou Renault Austral, Volkswagen Tiguan pour aller donc c'est voilà. un véhicule d'un certain gabarit. D'un certain gabarit familial qui a été c'est assez rare parce que Honda est peu présent en Europe, mais c'est un véhicule que le constructeur a voulu pour le marché européen. Pour répondre à nos besoins. Donc c'est une voiture qui fait 4,57 m et qui est conçue sur la base technique de la Honda Civic. D'accord. Voilà, avec la chaîne cinématique de cette voiture, donc une hybridation simple, ce qu'on appelle auto-rechargeable, donc pas besoin de le brancher sur une borne, 284 chevaux. Et moi, c'est un véhicule qui est plutôt agréable. On espère une fiabilité à la hauteur de Honda. Donc voilà, une bonne réputation. Après, Cédric va être un peu déçu parce que comme souvent chez les Honda, moi j'aime beaucoup. Non mais j'aime l'ambiance, mais c'est une voiture qui à l'ancienne. Non, on peut pas dire à l'ancienne parce qu'en termes d'équipement technologique, tout est là, c'est efficace, mais vous n'avez pas ce côté waouh quand vous montez dans la voiture avec un immense écran façon Tesla ou façon Renault. Vous avez encore des commandes physiques avec des boutons à l'ancienne là sur lesquels il faut appuyer. Et donc Cédric va nous dire non, ça va pas. Mais moi j'aime bien. C'est le 20e siècle. Cédric Fréhour. Oui, mais c'est fiable. Ouais, mais voilà. Mais tout a été dit en réalité. Honda, ce sont des voitures réalisées et conçues par des ingénieurs qui adorent que tout fonctionne et fonctionne longtemps, très longtemps. Et les boutons, ça fonctionne plus longtemps que les écrans ? En tout cas, c'est éprouvé. Et la technologie, hélas, coûte cher. Et des grands et beaux écrans, ça coûte de plus en plus cher. Et surtout des écrans fonctionnels. Et là, ils se sont dit, on va mettre un écran, mais qui marche. Donc, pour ceux qui sont adorateurs de Tesla, adorateurs du Renault Grand Espace, avec des écrans qui sont co-conçus par Google, évidemment, on a l'impression d'un monde. Mais en revanche, ça fait vraiment le job. Donc, je vais quand même me ranger. C'est-à-dire, on a quoi ? On a un écran tout petit. Ouais, on a un écran en position, évidemment, juste devant les yeux sur la console centrale. Après, c'est fait comme on construit des voitures depuis 40 ans, donc avec 2 compteurs en face des yeux. C'est la première fois que j'entends Cédric Fréhour être le plus critique de la bande. Non, mais c'est fonctionnel. Mais c'est pas là qu'il faut qu'on attend Honda. On va y revenir justement avec vous. Sur quoi vous attendriez Honda, vous, Stanislas Taroumet? Mais je sais que ma Honda, elle va m'enterrer, par exemple. Et ça, c'est important. Mais c'est incroyable. C'est quasiment vrai. Écoutez, moi, pour le coup, j'ai roulé en Honda et je roule toujours en Honda, en 2 roues, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fiable. C'est impressionnant. Bon, bref, normalement, toutes les Honda sont fiables. Évidemment, comme tous les constructeurs, ils ont des problèmes, mais c'est quand même un des rares constructeurs qui en rencontrent peu, voire très peu, comme Toyota. Ils diffusent beaucoup moins que Toyota. Hein. C'est pas la même quantité de voitures. Pas du tout. En 2 roues, c'est énorme, mais en voiture, beaucoup moins. Non, alors le ZR-V, donc il faut savoir qu'aux États-Unis, il s'appelle HR-V, qui n'a rien à voir avec le HR-V qu'on a chez nous, et il s'appelle ZR-V chez nous. Le Z, ça serait synonyme de route sinueuse, etc. Donc un peu de plaisir de conduite. Mais alors moi, j'ai un petit bémol, c'est qu'il est fabriqué en Chine. Alors acheter une voiture japonaise fabriquée en Chine, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est de la géopolitique, on va pas en parler ici. Pour la simple et bonne raison, c'est que Honda va fabriquer tous ses modèles électrifiés en Chine, puisque ce sera à terme
le plus gros marché mondial, qui est déjà le plus gros marché mondial global, mais théoriquement de la voiture Sachant électrique. que, attention aussi, parce que les prix vont bouger d'ici quelques mois en France, dans la mesure où les aides aux voitures électriques vont changer. C'est ce qu'avait annoncé le président de la République. Et notamment en provenance de Chine. Et notamment en provenance de Chine. Peut-être quelques éléments de contextualisation. Les Japonais ont fait leur succès en justement distribuant leurs voitures dans le monde entier, et notamment en Chine, qui est un marché incontournable où il y a des millions et des millions de consommateurs. Ils étaient très bien positionnés en Chine, mais les Chinois ont réussi à justement faire aujourd'hui des voitures de grande qualité. Et les premiers à en souffrir, ce sont les Japonais, qui sur le marché chinois voient des ventes baisser. Et eux se disent, le mieux c'est quand même de produire là-bas pour essayer de montrer aux Chinois qu'on existe et ne pas perdre nos parts de marché. Pour revenir aux ZR-V, il y a un truc qu'on n'a pas dit. J'adore le design. Mais la calandre, c'est une sacrée calandre. C'est-à-dire mais c'est quasiment, on pourrait voir un Maserati grécalé. C'est vrai. Il y a un petit côté Maserati. Non, mais il y a un petit côté Maserati. Ce qui est rare chez Honda. Et c'est génial. Et c'est vraiment le nouveau design d'Honda. On est sur des lignes très haut de gamme, plus douces, moins anguleuses que précédemment. C'est une raison d'achat à elle seule. Oui. Vous achetez votre voiture pour la calandre? Ah oui. Non, mais le design, c'est la première raison d'achat pour une voiture. Tout le monde achète sa voiture pour le design, pour le quand design, même. mais pas pour la calandre forcément. Mais pour le design. Jean-Marie, allez la voir. Non, mais c'est important. Regardez-la dans le blanc des yeux et vous verrez. Question pour Mélina Priam. Pourquoi Honda, qui est une marque dont on entend dire très peu de mal en général dans le milieu des spécialistes, est pourtant moins représentée en Europe que dans d'autres continents? Je pense que c'est un choix du constructeur qui n'a pas investi le marché européen comme il a investi le marché asiatique, sur lequel il y a moins de distributeurs, et le marché américain. Honda est quand même un constructeur très présent aux États-Unis et en Asie. L'Europe est un marché sur lequel ils investissent moins, tout simplement. Donc le réseau est moins dense. Mais question importante, si j'achète une Honda, est-ce que je pourrais facilement l'entretenir, par exemple? Bien sûr, quand même. Le réseau en France reste quand même tout à fait correct. Il y a effectivement moins de concessionnaires Honda qu'il ne peut y avoir de concessionnaires Peugeot ou Renault ça, c'est sûr. en France. Et c'est tellement fiable, il n'y a pas besoin de révision. Mais c'est le problème. J'avais discuté avec quelqu'un de la prévente de chez Honda qui m'a dit, vous savez, le problème c'est que nous, nos clients, on les voit qu'une fois. Parce que ça marche tellement bien qu'il n'y a pas besoin de la réparer. Mais pour revenir à la position et à la situation de Honda en Europe, il faut savoir aussi qu'Honda était considéré comme un constructeur national pratiquement en Grande-Bretagne, puisqu'ils avaient une usine à Swindon, si je me souviens bien, qu'ils ont fermé à cause du Brexit. Et donc, donc les Anglais n'ont plus d'Honda, donc les Anglais maintenant se délaissent même Honda. Les Anglais n'ont plus de constructeurs nationaux tout court d'ailleurs, mais bon, ça c'est ils ont Morgan. Mais donc la marque se repositionne en Europe avec maintenant que des versions haut de gamme en gros. Alors je parle pas des modèles mais des finitions haut de gamme, il n'y a plus d'entrée de gamme. Ils nous ont expliqué qu'en gros dans le mix ça représentait entre 5 et 10% du mix des ventes d'un modèle, et donc il n'y a plus que deux finitions. Par exemple sur le ZR-V il y a Sport et Advance. Alors ça commence à 47 450 €. C'est vrai que c'est cher, mais si on le compare par exemple à un Renault Austral lui aussi hybride, c'est à peu près le même prix avec un équipement excessivement fourni. Donc le parti pris d'Honda, c'est de vendre des voitures maintenant plus chères. C'est pas forcément une montée en gamme, c'est de vendre des voitures complètement équipées avec pratiquement zéro option. Mais Honda rationalise beaucoup sa chaîne de production. Donc il y a peu de finitions, il y a peu d'options. Vous arrivez à puisque tout est inclus, il y a moins de couleurs, vous n'avez pas le choix de la motorisation puisqu'il n'y a que la version hybride 184 chevaux. Voilà, mais voilà, vous n'arrivez pas en vous disant je vais hésiter entre tel ou tel... entre le daim et le cuir, comme le ferait Cédric Fréroux. Mais c'est une tendance un peu générale chez tous les constructeurs, c'est qu'ils limitent le nombre de motorisations, c'est impressionnant. En toute logique, effectivement. Merci à tous les trois pour cet essai. Stanislas Laroumet, Cédric Fréroux, Mélina Priam, on vous retrouve la semaine prochaine pour un dernier essai. À bientôt. À bientôt.